Quand vous recevez les adolescents et qui sont face à des grosses angoisses, à des grandes souffrances, vous leur demandez d'imaginer pendant plusieurs jours, souvent sur 2 semaines, le pire scénario qui pourrait arriver et se passer si cette souffrance continuait, ou en tout cas si le problème n'était pas résolu. À quoi ça sert de faire ça ? Alors, je leur fais imaginer, en effet, vous avez parfaitement raison, ce qui pourrait arriver de pire selon eux, pas seulement si. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, c'est l'histoire de cette adolescente-là qui avait extrêmement peur, parce qu'elle était en fort conflit avec sa maman, qui avait extrêmement peur que sa maman se suicide si jamais elle décidait de ne plus aller la voir, alors qu'elle était dans une relation extrêmement négative, extrêmement maltraitante. Mais elle voulait pas l'envisager, en fait. Elle disait, elle était complètement comme ça, secouée de l'intérieur, en disant il faut que j'y aille, mais je peux pas, mais il faut que j'y aille, mais je peux pas, mais en même temps je peux pas ne pas y aller. Enfin, c'était affreux. Et en fait, tout le monde lui disait mais ne t'inquiète pas, mais il va rien se passer. Enfin, comme on dit aux enfants, tout va très bien se passer. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, etc. Sauf qu'elle était tétanisée d'angoisse. Et en fait, en séance, elle ne me dit pas ce qui lui fait peur. Parce que quand on est dans l'évitement de l'angoisse, on n'arrive même pas à l'envisager, on n'arrive même pas à le dire. Et donc, nous, notre métier, en effet, en séance, c'est de dire il faut qu'on imagine ce qui pourrait arriver de pire, parce que si tu ne l'imagines pas, ça continue à l'intérieur de toi, en fait. Et nous, ce qu'il faut, c'est qu'on déroule ce scénario épouvantable pour que tu ailles regarder ta peur dans les yeux. Parce que quand on regarde une peur dans les yeux, elle se transforme en courage. Alors que quand on lui court devant, et qu'elle nous court derrière, alors là, elle se transforme en angoisse supplémentaire, d'une certaine manière. Donc, c'est un exercice qui consiste à apaiser la peur en la regardant en face, en fait. Et c'est efficace, non ? C'est extrêmement efficace, mais tout le monde l'a vécu un jour ou l'autre, en fait. Ça à un moment donné, regarder ce qui pourrait se passer de pire et de constater qu'en effet, ça s'apaise. Ça ne veut pas dire que ça disparaît, mais ça atténue clairement la peur. On revient à un truc plus rationnel. Exactement. Qui est moins fantasmé. Oui, puisqu'on on arrête de se battre avec soi-même, en fait. C'est quand même souvent une histoire de combat. Alors, il y a plus ou moins 5 ou 6 sujets qui reviennent sur la table au moment de l'adolescence entre les parents et les enfants. C'est très simple, l'alcool, la drogue, la sexualité, les fréquentations et les écrans. Je schématise et je caricature, mais c'est comme ça. Et la réussite scolaire. Et la réussite scolaire, vous avez raison. Est-ce qu'il y a une recette pour arriver à aborder ces sujets-là sans que ça génère des crises, des tensions avec les adolescents ? Alors, il n'y a pas de recette, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'en connais pas, clairement. En revanche, ce que je trouve très intéressant avec l'école de Palo Alto, c'est de se dire, j'ai tel objectif avec lui, avec elle. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour l'instant pour essayer d'atteindre cet objectif et qui visiblement ne fonctionne pas, parce que si ça fonctionne, il faut continuer simplement. Tout ça est très, très, très logique. Et l'école de Palo Alto dit, si ça n'a pas du tout fonctionné alors que vous l'avez fait 10 fois, 100 fois, 200 fois, eh bien, peut-être ce serait intéressant d'essayer l'inverse. Et en ce sens-là, ça, c'est une modalité de réflexion qui peut être très intéressante pour les parents. Parce que, alors parfois, c'est difficile de voir ce qu'on a fait. On trouve qu'on a fait que des choses hyper intelligentes et très diverses. Alors qu'en réalité, souvent, c'est extrêmement monotone, même si les parents sont très créatifs pour se faire croire à eux-mêmes qu'ils font des choses différentes. Et donc, je crois que l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, imaginons que je suis un hamster dans une roue avec cet objectif, c'est-à-dire que je n'atteins rien du tout et que surtout je suis extrêmement fatiguée et qu'en plus la relation se détériore. Parce que ce que je crois et qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que à ce moment précis, la qualité de la relation, elle est primordiale. À ce moment précis du développement d'un individu, je pense que la qualité de la relation est primordiale et c'est là où elle est le plus mise à mal, en fait. Donc, imaginons que je suis un hamster dans une roue, moi, maman d'ado, moi, papa d'ado. Imaginons que je descende de cette roue et que je regarde dans quel sens je vais pour ensuite essayer d'aller dans l'autre sens, quoi. C'est vraiment ça, en fait, je trouve, qui peut permettre de prendre un peu de recul par rapport à des situations qui génèrent de la douleur, quoi. Et vous le dites quasiment tout au long du livre, et c'est ce que ressort de chaque cas pratique que vous mettez en avant, c'est que l'autonomie, c'est la clé. Oui, je crois vraiment, parce que c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment cet objectif-là qu'ils ont, les ados, et paradoxalement, c'est aussi l'objectif qu'on devrait avoir. Puisque en fait, ils vont partir normalement, sauf si on veut les garder jusqu'à 32 ans. Mais en vrai, c'est ça. C'est-à-dire que moi, souvent, je dis aux parents, voilà, imaginez que vous êtes en conduite accompagnée avec lui et que, la route, c'est la vie, quoi. Donc, vous êtes en conduite accompagnée avec lui. Et donc, à un moment donné, il va falloir que vous sortiez du véhicule et que vous le regardiez s'élancer sur cette route tout seul. Et
ni vous ni moi ne savons s'il va se prendre un pylône ou pas. Je suis désolée. On n'en sait rien, en fait. Et c'est ça qui est hyper stressant. Mais en même temps, rester dans la voiture toute sa vie n'est pas forcément une très bonne idée pour lui, en fait. Parce que c'est étroit, quand même, un habitacle de voiture pour qu'il y mette toute sa famille avec vous. Enfin, je veux dire, tout ça n'a pas de sens. Donc, il va bien falloir sortir de cette voiture. Et au fond, ce que je trouve très paradoxal, c'est que quand on a beaucoup pris en charge, et quand je dis prendre en charge, ça veut dire faire à la place d'eux. Quand on a beaucoup pris en charge un enfant, depuis toujours, jusqu'au bac, puisque visiblement c'est le Graal absolu, alors moi je ne comprends pas pourquoi, mais bon, eh bien, c'est difficile de le lâcher à ce moment-là. Parce que c'est beaucoup plus facile de lâcher un enfant de 6 ans, enfin de responsabiliser un enfant de 6 ans, que de responsabiliser un ado de 18 ans qui en plus a été tellement pris en charge, qui est complètement démusclé, à moitié poulpère, et qui ne sait rien faire. Parce que c'est ça qui se passe. Enfin, je veux dire, quand ils se retrouvent à la fac après le bac qu'ils ont eu, parce que maman les a hissés, ce truc-là, à force de hurlements pendant toutes les soirées consacrées aux devoirs. Mais là, ils arrivent, ils savent pas faire, en fait. Parce qu'ils ont puisé dans les ressources de leurs parents. Ils n'ont pas puisé dans les leurs. Et quand on puise pas dans ses propres ressources, on ne les active pas, en fait. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il y a un pourcentage aussi élevé d'enfants en première année post-bac qui se retrouvent en échec. Enfin, je veux dire, mais échec et puis déprime, en fait, parce que ils se sentent totalement inaptes. Ils n'ont pas le but. Ils n'ont pas de but dans leur... Ils n'ont pas de but et puis ils n'ont pas d'autonomie. Ils ne savent pas faire, en fait, puisqu'on a fait à leur place. Parce que, en fait, je crois que ça, c'est vraiment un point extrêmement important quand on est un parent qui prend en charge. Parce que, voilà, tous les parents ne prennent pas en charge, évidemment. Il y a des parents qui sont complètement abandonnés. Et vraiment, ce n'est pas du tout ça que je préconise. Moi, ce que je préconise, c'est la responsabilisation, comme on l'a dit. C'est-à-dire, je serai toujours là pour toi, mais en même temps, je ne vais pas faire à ta place. Ce qui est quand même un juste milieu de mon point de vue. Mais très clairement, les enfants qu'on a pris en charge et les parents qui prennent en charge ne se rendent pas compte qu'en fait, ils envoient 2 messages en fait à l'enfant, à l'adolescent. Et c'est valable pour le conjoint aussi, je le dis, parce que comme ça, je donne quelques recettes aussi conjugales. Non, mais je plaisante. Mais c'est vrai, quand on fait à la place de l'autre ce qu'il devrait être capable de faire, comme par exemple... ramasser ses chaussettes par terre, qui sont par terre, eh bien, on lui envoie 2 messages. Donc là, je parle plutôt de la scolarité, de toutes sortes de choses par rapport aux ados. Le premier, c'est « je t'aime ». Je t'aime tellement que j'ai pas envie qu'il t'arrive quoi que ce soit de mal. Et le deuxième, c'est tu n'es pas capable. Et en fait, donc ils entendent les deux. C'est pour ça qu'ils sont ambivalents par rapport à cette prise en charge. C'est-à-dire qu'à la fois, ils aiment bien qu'on les aime, évidemment, c'est parfaitement logique. Et puis aussi, c'est confortable d'être pris en charge. Et puis à la fois, ils voient bien qu'il y a quelque chose de très finalement diminuant, je sais pas comment on peut dire ça, mais quelque chose qui vient leur dire, c'est ça, quelque chose qui vient leur dire, t'es pas à la hauteur, quoi, t'es pas apte, t'es pas apte. Et d'ailleurs, je dois dire que les cas de violence dans des foyers avec des adolescents très violents physiquement, avec leurs parents, qui en arrivent vraiment à des choses très douloureuses, c'est souvent des adolescents qui ont été hyper pris en charge. Parce qu'ils se débattent à un moment donné, ils savent plus faire, quoi, en fait. Ils sont totalement déréglés parce qu'encore une fois, ils sont pas allés puiser dans leurs ressources, mais dans celles de leurs parents. Vous dites une phrase qui est hyper percutante et vous demandez aux parents d'ailleurs de relire plusieurs fois cette phrase. Tu sais mieux que moi ce qui est bon pour toi. Pourquoi c'est dur pour les parents de lire ça, ou en tout cas d'appliquer cette phrase-là et de le dire à haute voix. Mais déjà de la dire, c'est-à-dire que moi, quand je leur dis en consultation, imaginez que je suis donc Thomas, votre fils de 17 ans, regardez-moi, et dites-moi, tu sais mieux Thomas, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour toi. Elles sont là. Alors, tu sais pas. En fait, je dis non, mais alors faites un effort quand même. Donc, elles n'y arrivent pas parce qu'elles ont cette certitude qu'ils sont inaptes, en fait. Et qu'elles savent mieux que ce qui est bon pour eux. Et quand on a quelqu'un qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, et notamment, par exemple, au niveau des émotions, on pourra en reparler, c'est profondément déstabilisant, en fait. Surtout à 17 ans. Je veux dire que à 17 ans, on commence à savoir un peu ce qui est bon pour nous ou pas. Et donc, quand par exemple un parent... Parce qu'il y a ça aussi chez les adolescents, il y a cette idée, enfin dans la perception qu'on en a, notre perception, c'est qu'ils sont un peu excessifs au niveau émotionnel, c'est-à-dire que voilà, ils partent dans les tours, ils pleurent pour rien, enfin tout ça est très voilà. Et du coup, on prend pas tellement, je trouve, en considération leurs émotions, quoi. Et on leur dit que, voilà, pourquoi ils s'excitent comme ça vis-à-vis de leur belle-mère acariâtre, ou pourquoi ils s'énervent comme ça vis-à-vis de tel prof injuste, ou pourquoi ils sont tellement attachés à telle enseignante. Enfin, je veux dire, on est beaucoup en train de leur dire calme-toi. Enfin, je veux dire, t'es un peu. Et je pense que c'est pas bon ça non plus, parce que je pense que
ils savent mieux que nous ce qu'ils ressentent, par exemple. Et que dire à quelqu'un tu ne ressens pas les choses correctement, c'est ultra violent. Et les adolescents, en fait, quand on leur dit beaucoup tu devrais être moins triste, tu devrais avoir moins peur, tu devrais être plus joyeux, tu devrais être plus reconnaissant à tes parents magnifiques, eh ben ils ont deux possibilités s'ils ressentent pas ça. Soit ils se disent non mais pas du tout en fait, c'est moi qui ressens et tais-toi, donc ça crée des conflits pas très agréables. Soit ils se disent maman a raison, c'est elle qui ressent mieux que moi les choses. Et ça, c'est pas du tout bon pour la santé psychique, hein, vraiment. C'est très très mauvais, quoi.